Ok, ouais. Donc déjà, merci à tous d'être venus. Hein. À la base, avec Mathieu, lorsqu'on a commencé à créer cette journée, on ne pensait pas qu'on allait arriver à un événement comme ça. Donc merci à tous. On va te dire quelques mots pour présenter cette journée. Donc le but de cette journée, c'est d'échanger sur la problématique du big data, euh, quel que soit en fait l'axe data, c'est-à-dire du côté engineering, par exemple, quelle plateforme on va utiliser, est-ce qu'on va faire du Apache Spark, du MPI, et, comment les DAL, big data sont stockés à l'hygiène, et aussi, pourquoi pas, certains algorithmes plus recherche, comme par exemple, comment on distribue une triangulation de données sur le cloud par hasard. Donc, avant de débuter, on va se présenter. On va faire quelques minutes pour se présenter. Donc, Du coup, moi, c'est Mathieu Lunel. Je suis ingénieur d'études dans l'équipe altimétrique de l'UGL. Donc, je travaille sur les projets RGValti et LIDAR HD. Et moi, j'ai commencé à travailler sur cette question-là parce que je m'intéressais à un moyen d'essayer de travailler sur des paradigmes qui sont un peu plus pertinents pour traiter des données ultra volumétriques comme le LIDAR HD. Donc, sortir un peu du traitement par l'eau, on traite les fichiers DAL par DAL, et essayer de voir s'il y avait des choses qui étaient un peu plus intéressantes qui étaient proposées dans les tables. Et du coup, Laurent, comme il était un peu un spécialiste de cette question-là. Spécialiste à son niveau, justement. On a fait cette journée car était pas mal lors d'un groupe de travail. Ça faisait que de se plaindre que Spark ne marchait pas ou on galérait. Donc, on a fait cette journée justement pour échanger sur cette problématique. Et donc, de mon côté, Laurent Carafa, je suis chargé de recherche au LASTIC. Donc, le LASTIC, c'est une unité mixte de recherche, donc un laboratoire dont la tutelle principale est l'IGN, où on travaille sur différentes problématiques liées en fait à la donnée géospatiale. Donc, on va s'attaquer à tous les problèmes traitant l'ensemble du cycle de vie de la donnée, donc de la création. Il y a des gens chez nous qui créent des capteurs pour avoir sur la donnée de l'incertitude jusqu'à la visualisation. Donc, de mon côté, je m'occupe de tout ce qui est reconstruction de surface large échelle. C'est pour ça que je suis là, à partir de nuages de points, entre autres. Donc, j'ai commencé en faisant la reconstruction de surface classique, et quand on a vu que le projet LIDAR HD allait arriver avec tous ces milliards de points, on a décidé de s'attaquer à cette problématique. Et souvent, on fait un peu l'amalgame, mais on peut publier, on peut faire de la recherche en Big Data. C'est une conférence Big Data 2020 à Los Angeles, où on a un papier. Donc, voilà, il est possible de faire de la recherche. Voilà pour la présentation. On va déjà, les remerciements, remercier les gens, les intervenants. Déjà, merci Julien d'avoir accepté pour la keynote. Hâte d'entendre parler de FIC. Moi, je connais, mais c'est un super projet. Merci aux intervenants qui sont venus loin, en fait, qu'on ne connaissait pas. On a lancé un peu des invitations en se disant au sujet qui nous intéressait, comme voilà, les viewers de 9 de points, ils nous avaient répondu positivement. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Puis aux autres intervenants de l'EGN, un sujet super sympa qui traite du côté technique, comment les dalles des RD sont stockées, jusqu'à des présentations plus théoriques, en passant par des démos d'Apache CDNA pour traiter le nuage de points sur Spark. Voilà. D'autres mots? On est conscient quand même que le programme est très masculin, on s'en excuse d'avance. C'est juste qu'on est dans une communauté où c'est assez compliqué de tendre vers la mixité, mais on est conscient du problème. Donc sachez que ce n'est pas une volonté de notre part quand même. Et alors, maintenant qu'on a les sujets un peu comme celui-ci, j'attaque aussi celui de la consommation énergétique, le big data. En fait, il y a des problématiques qui sont aussi comment faire du cloud tout en essayant de minimiser l'énergie. Il y a vraiment des problématiques de big data. Donc, on ne peut pas se dire, ah, je fais pas de big data, c'est pas de big data parce que c'est qu'on consomme de l'énergie. Non, il y a des algos, par exemple de deep learning, où on essaye non pas de faire de l'apprentissage avec des nombres flottants, mais avec des nombres booléens pour réduire de 1000, de 10 000 l'énergie consommée pour avoir le même résultat. Donc, il y a moyen de travailler dans le big data et essayer de limiter sa consommation énergétique. Voilà pour ce petit aparté. On remercie aussi la DIRCOM de nous avoir bien aidé à organiser l'événement. Je pense que c'est grâce à eux qu'il y a autant de monde. On a vu que ça a bien marché sur les réseaux et l'organisation de la salle, tout. Donc merci. Et aussi nos services respectifs. Donc, de mon côté, le LASTIC qui nous pousse à organiser ce genre d'événement. Et tu vas peut-être dire 2-3 mots sur ton service qui voilà. C'est eux qui ont tout payé. Donc, le V3D qui paye le pot et le buffet Smith. Et si tout est bon, je pense qu'on peut passer à la keynote. Voilà, directement. Julien, si t'es prêt. Pour le Smith. Oui, pour eux. On fera tourner le micro dans la salle. Et pour les gens qui sont en distanciel, on lira les questions, on lira vos questions et on laissera
Mais on fera la lecture, ça sera un Voilà. peu plus simple à gérer pour nous. Donc vous pouvez les mettre sinon dans le chat, pour rappel. Enfin, Je vais peut-être le dire au micro, parce qu'ils ont pas entendu sur le chat. Mettez vos questions en texte et on les lira à voix haute ici. Donc, voilà. Julien, merci à toi. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content que tu nous présentes Fink. C'est un projet que je trouve vraiment super intéressant d'un point de vue ingénierie. Pour moi, j'ai dit que j'étais force Spark, mais là, on est à un niveau encore au-dessus. Hein, c'est un ingénieur de haut niveau. Et en plus, il y a des chercheurs qui font des publications là-dessus. Donc, font une brique, ils mettent dans Fink, ça fait un papier. Moi, je trouve ça super. Donc, voilà. Donc, merci encore et je te laisse. Merci Laurent, je suis impressionné. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le temps que la présentation arrive, moi, je me présente. Déjà, Julien Peloton, je suis ingénieur de recherche au CNRS dans un laboratoire de physique. Moi, je fais de l'astronomie essentiellement. C'est un laboratoire qui est à Orsay, une grosse fac avec plein de gens. J'ai eu la chance de rencontrer Laurent par hasard il y a 5 ans. Je crois que c'était via les réseaux sociaux en plus. Et bref, on a échangé sur les problématiques scientifiques, enfin techniques essentiellement. On faisait des choses différentes, thématiques, mais du point de vue des outils, il y avait quand même énormément de recoupements. Donc je suis content finalement de pouvoir aujourd'hui parler un petit peu de tout ce qui a été dit dans des cercles privés depuis quelques années. Je peux parler longtemps de moi. Donc voilà, donc là, ça va être une présentation, alors qui va, certes, c'est de l'astronomie, enfin, le contexte, c'est de l'astronomie, ça va aller très très vite, le but, c'est pas de faire un cours en astronomie ou en cosmologie, et derrière, c'est de regarder un petit peu les outils qu'on a pu mettre en place pour traiter des données spatiales, derrière, alors c'est des données astronomiques, donc c'est peut-être un peu différent de ce que vous manipulez au quotidien, mais les outils qui sont derrière, bah, c'est toujours les mêmes, mêmes problématiques, hein, comment on distribue ça, comment on partitionne ça. Il n'y a pas de souci. Sachant que derrière, nous, on a aussi cette problématique de grosses données, qui est un peu le fil conducteur de cette journée-là. Et quand je parle de grosses données, bah, c'est de l'ordre du téra, voire pétaoctets de données à traiter. Donc on est sur des choses qui ne tiennent clairement pas en RAM sur une machine. Donc il faut penser calcul distribué, cloud, infrastructure cloud, par exemple. Donc c'est des choses que je vais un petit peu essayer de décrire et de voir quel genre de service on peut mettre en place et comment ça fonctionne en pratique. Toute l'idée, c'est un petit peu de... Alors, il y a ce que disait Laurent, il y a un aspect recherche, c'est-à-dire se dire on va développer des choses, on va essayer de comprendre, mais il y a un accès à production aussi à un moment donné, il faut que ça, à un moment donné, ça essaime, que ça touche les utilisateurs, des gens qui ne sont pas forcément experts dans ces thématiques-là, mais néanmoins qui veulent pouvoir utiliser ces données-là. Et donc ce passage en production, il est pas trivial. Hein, passer de script sur notre ordinateur à quelque chose qui va fonctionner dans le monde, c'est pas forcément évident. Excuse-moi, l'utilisateur Windows pour plein écran, vous savez. Contrôle F. Contrôle Je sais pas. Ah non, contrôle F. Contrôle L. Ah, tiens, mode lecture. Ah, bah, Contrôle H. Ah, c'est plus facile de faire du big data que de Bon. On va commencer comme ça. Voilà. Ok. Pour les slides, il n'y a pas de souci. Non, aucun souci, merci. Ok, je ne vais pas forcément manger plus de temps en me présentant, il est 10h pile. Donc voilà, donc l'idée c'est de parler un petit peu de la cartographie de l'univers. Alors en temps réel, on va voir pourquoi le temps réel est important pour nous. Et l'outil principal qu'on utilise derrière, c'est Spark. Il n'y aura pas forcément que Spark qui sera mentionné, mais c'est un petit peu au cœur du projet. Alors juste un slide sur l'astronomie. C'est un peu le contexte. Je pense que c'est important d'en parler un petit peu parce que ça donne un petit peu le contexte et puis les problématiques qu'il va y avoir derrière. Alors déjà, qu'est-ce que c'est dire cartographier l'univers? Je pense que déjà, il faut essayer de comprendre ce que c'est que l'univers. Donc l'univers, c'est une chose dynamique, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. L'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec les galaxies, les étoiles, etc., il n'a pas toujours été le même tout le temps. Alors il y a plein de modèles pour expliquer son évolution, sa dynamique. Le modèle le plus en vogue aujourd'hui, c'est le modèle Big Bang, vous avez sûrement entendu parler, qui stipule qu'à un moment donné, il y a eu un départ. Alors comment, où, etc., ça, je ne vais pas répondre à ces questions-là, je pense qu'on n'a pas les réponses. Mais en tout cas, il y a eu ce départ-là. Donc c'est l'espèce de petit point lumineux qu'on voit ici.
Et puis, il y a eu cette expansion. Donc, l'univers en tant qu'objet s'est mis à s'étendre. Et le contenu va évoluer énormément en fonction du temps. Donc, au début, on a une espèce de soupe de particules, de quarks, d'atomes, etc. Et au fur et à mesure que l'univers va s'étendre, on va avoir la matière qui va se structurer. On va avoir les premières étoiles qui vont se former, les premières galaxies, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un état extrêmement structuré, finalement. On peut mettre des noms sur les choses, on peut les dissocier les unes des autres, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, on pense qu'aujourd'hui, l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Donc, finalement, regarder loin dans le temps, c'est aussi regarder l'univers avec des formes différentes. Donc, il n'y a pas une manière de cartographie, il y a plein de manières, selon là où on va regarder finalement dans le temps. Alors là, quand on essaie de cartographier l'univers, c'est un peu un mélange entre ce qu'on appelle l'astronomie et la cosmologie, qui sont deux branches différentes. L'astronomie, c'est plutôt l'étude du contenu, les objets en eux-mêmes. On va décortiquer les objets, les processus physiques, etc. La cosmologie, ça va plutôt être l'étude du contenant, donc l'univers en tant qu'objet d'étude, son évolution, la manière dont il va se structurer au fil du temps. Donc le contenu est très hétérogène, il y a plein de bidules dans l'univers. Les choses les plus standards, je veux dire les cailloux, les astéroïdes, les étoiles, les galaxies, les clusters de galaxies, etc. Donc on a quand même une espèce de hiérarchie des plus petits objets aux plus gros objets, tout ça s'interconnecte les uns les autres. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on va pouvoir avoir des vues très hiérarchiques et pouvoir sélectionner la manière dont on veut visualiser les choses. L'observation de l'univers aussi, elle ne se fait pas de manière unique. C'est pas un télescope qui va tout regarder. On a plein de manières de regarder l'univers, que ce soit avec des photons, par exemple. Donc là, il y a plein de longueurs d'onde. On peut regarder en visible avec nos yeux, on peut regarder en radio, on peut regarder en X, en UV. On peut regarder aussi avec d'autres choses que des photons, des ondes gravitationnelles, par exemple. On peut regarder avec des neutrinos, qui sont ces particules un peu exotiques. Donc il y a plein de manières de regarder l'univers. Et selon le messager, ce que j'appelle messager, donc photons, ondes gravitationnelles, etc., on aura une vision différente de l'univers. Donc là aussi, pour étudier l'univers, il va falloir recouper plein de manières différentes de l'observer. Nos yeux ne vont pas suffire, en fait, ici. Puis l'autre problème, c'est comment mesurer les distances. Là aussi, c'est toute une galère. Nous, on est sur Terre, on est bloqué, malheureusement. Donc, on ne peut pas aller marcher et puis tendre un fil entre deux objets et puis se dire, tiens, quelle est la distance? Donc, il va falloir être assez créatif pour se dire à quelle distance sont ces objets de nous. Et selon l'objet que vous allez regarder, il va y avoir des techniques un peu différentes. Si c'est un astéroïde, par exemple, vous allez pouvoir, en regardant son orbite, par exemple, déterminer la distance. Pour les étoiles, ce sera plutôt de la parallaxe. Donc, vous allez regarder votre étoile à différents moments de l'année, par exemple, et puis regarder comment les étoiles qui sont derrière vont évoluer. Donc, la parallaxe, vous connaissez, j'imagine, c'est une cartographe. Et puis, si vous allez en dehors d'une galaxie, si vous voulez mesurer des distances de d'autres galaxies, par exemple, là, vous allez plutôt utiliser ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, ou le redshift. Vous allez prendre la lumière de cette étoile, la décomposer, et puis regardez comment cette lumière varie, et puis en fonction de la variation, vous allez pouvoir en déterminer la distance, puisque les objets s'éloignent les uns des autres. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais pour vous dire qu'il y a vraiment plein de manières différentes de mesurer la distance selon ce qu'on a envie de regarder. Donc la 3D n'est pas forcément évidente. Et puis il y a plein d'inconnus dans cet univers. En fait, on ne connaît pas grand-chose. On connaît peut-être 5% de son contenu, et puis les 95 autres pourcents, c'est ce qu'on va appeler l'énergie noire, la matière noire. Alors noire pour dire, en fait, on ne sait pas grand-chose dessus. Donc il y a plein de gens qui font des recherches depuis presque 100 ans. La cosmologie, c'est 100 ans, c'est Einstein en 1915, et on n'en est qu'au début. Voilà pour le slide d'intro. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de comment on cartographie l'univers de manière générale. Je vais parler d'une méthode en particulier, celle qui m'intéresse et celle sur laquelle je travaille, qui sont ce qu'on appelle les grands relevés optiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les relevés optiques? C'est dommage, je ne voyais pas grand-chose. C'est une belle photo de la Voie lactée ici, avec un observatoire. Donc, super, merci. Donc l'idée, c'est que moi, je travaille donc sur des instruments en optique, donc longueur d'onde visible. Donc c'est quoi? C'est typiquement des observateurs au sol, ça peut être des satellites aussi, qui vont scanner le ciel de manière très large et faire des cartes du ciel de manière régulière. Peut-être une fois par mois, une fois par an, une fois par jour. C'est un peu comme si vous refaisiez la carte de Paris tous les jours, par exemple. Alors quand on fait ça, si on prend plusieurs cartes, on a un ensemble de cartes, et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les additionner, par exemple, pour réduire le niveau de bruit et pour avoir des objets de plus en plus faibles, de plus en plus lointains. Donc l'idée, c'est d'aller très profond, par exemple, dans l'univers, et donc qui dit très profond dit aussi un univers plus jeune. Donc on va aller loin dans le temps. Mais aussi, on peut faire quelque chose d'autre, c'est se dire on a cet ensemble de cartes et on va faire des différences entre ces cartes. Donc je prends une carte aujourd'hui,
Je prends une carte dans 3 jours, je fais la différence entre les deux, et ma question c'est, est-ce que les choses ont bougé? Et en fait, de manière contre-intuitive, oui, les choses bougent. Le ciel n'est pas statique, en fait. On a toujours l'habitude de dire, tiens, la grande ours, elle est là et elle sera toujours là, par exemple. Mais les objets qui composent l'univers varient dans le temps, parce que les processus physiques varient aussi. Vous avez des étoiles qui explosent en fin de vie, vous avez des étoiles qui naissent, vous avez des astéroïdes qui passent, vous avez des trous noirs qui se forment, vous avez énormément de choses avec des processus physiques super variés, et c'est ça qui va m'intéresser. Qu'est-ce qui varie dans l'univers, comment, pourquoi, et à quelle échelle de temps? Et donc pour ça, on va faire plein de cartes de cartes et les comparer au fur et à mesure du temps. Alors là, on commence un peu à toucher du doigt au big data. Plein de cartes, c'est plein de données. Voilà, ça c'est une petite illustration de qu'est-ce qui varie. Alors vous avez les trucs ennuyants qui sont les satellites, ça varie, mais on aimerait bien que ce soit pas. Les astéroïdes, les comètes. Dans notre galaxie, vous avez des étoiles binaires, par exemple, dans l'étoile qui vont se tourner autour. En fait, nous, notre système solaire, il est très particulier, on n'a qu'une étoile. La grosse majorité des étoiles, elles sont généralement dans des systèmes binaires, un peu comme dans Star Wars, même si c'est ternaire. Ça, c'est plutôt le truc normal dans la vie. Donc 2 étoiles qui se tournent autour, et puis forcément, vous avez des phénomènes d'éclipse en fait, qui vont se passer. Donc une étoile, quand vous regardez un point sur le ciel, vous allez voir des espèces de petits pics, comme ça. Donc ça, c'est très courant. Et puis des choses extragalactiques, des sursauts gamma, des supernovas, ce qu'on appelle. Donc il y a plein de choses très, 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 très intéressantes à la regarder. Alors, challenge de données. Alors, je travaille sur un télescope qui est en construction, qui s'appelle l'observatoire Rubin, qui va commencer ses observations en 2024, donc l'année prochaine. Et l'idée, c'est qu'il va faire une carte tous les 3 jours, du ciel complet. Alors, complet depuis Chili, mais c'est 80% du ciel. Et donc, tous les 3 jours, on va faire ces différences de cartes et va nous envoyer tout ce qui a varié. Et on a fait l'estimation que ça, c'est à peu près 10 millions d'événements qui vont varier chaque nuit. Et il va faire ça pendant 10 ans. Tous les jours, on en aura 10 millions qui arriveront pendant 10 ans. Et 10 millions, c'est à peu près 1 téraoctet de données. On a 1 téraoctet toutes les nuits qui nous arrivent pendant 10 ans. Donc, il va y avoir pas mal de boulot à faire. C'est largement au-dessus de ce qui existe. Donc, clairement, les outils qu'on utilisait dans la communauté, ils n'étaient pas faits pour ça. Donc, on a développé pas mal de choses. Donc, pour ça, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle FIG. Donc, c'est un projet sur lequel que j'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Et donc, il va s'occuper de récupérer ce flux de données en temps réel, de l'analyser en temps réel. Alors, pourquoi en temps réel? Parce qu'il y a des événements qui sont très rapides. Et si vous les analysez 3 semaines après, ils ne seront déjà plus là sur le ciel. Et donc, c'est perdu. Et donc, il faut pouvoir savoir en temps réel ce qui est en train de se passer. Et si quelque chose d'intéressant arrive et qu'en plus, la variation est très rapide, il faut pouvoir être réactif pour pouvoir envoyer d'autres observations, par exemple, prendre d'autres observations avant que l'événement se termine. On a vraiment une problématique de rapidité ici, avec un téra de données. Alors, Rubin est en construction, et donc on prototype aujourd'hui sur un télescope un peu plus petit, mais quand même assez gros, qui s'appelle le Zwicky Transit Facility, qui nous envoie 200 000 alertes par nuit, donc c'est pas trop mal pour commencer à bosser. Alors, voilà pour l'astronomie. Maintenant, quelle était la feuille de route d'un point de vue big data, d'un point de vue grosse masse de données? En fait, on s'est rendu compte très rapidement que collecter des données, c'est facile aujourd'hui. On a des capteurs de partout. Les disques durs, ça coûte pas cher, enfin, relativement pas cher. Collecter, ça, c'est pas le problème. C'est facile, en fait. On voit des pétaoctets de données, aujourd'hui, ça se fait très facilement. La difficulté, c'est de les interpréter. D'accord? Comment, quand on a des pétaoctets de données, on peut naviguer dedans de manière efficace, de manière interactive? Parce que si vous faites un open mes données et que vous attendez 3 heures, c'est bon, on ne ferait pas grand-chose. Donc, et l'autre problème aussi, c'est que le ciel, et je pense que c'est vrai dans toutes les communautés, mais le ciel, c'est pas l'affaire d'une unique personne avec son expertise, c'est l'affaire de plein de personnes avec plein d'expertises différentes. Et donc, cette masse de données-là, c'est pas juste une affaire de spécialistes ingénieurs comme moi. C'est une affaire de scientifiques à un moment donné qui vont devoir accéder à ces données-là. Et comment vous les amenez à traiter ces données-là s'ils n'ont pas forcément des compétences en big data, par exemple, ou en informatique? Les physiciens, ils codent avec leurs pieds. À un moment donné, il va falloir réfléchir à comment exposer ces données-là de manière efficace. Donc, une chose qu'on a voulu faire dans le projet, en tout cas, on a réfléchi, on s'est dit, voilà, le modèle qu'on veut adopter, c'est de centraliser le calcul, donc c'est-à-dire toutes les problématiques informatiques, toutes les problématiques techniques, on va les centraliser sur un groupe d'ingénieurs, de gens pour lesquels c'est leur métier. Et par contre, on va essayer de décentraliser la science pour qu'un maximum de personnes puissent rentrer, adhérer au projet, utiliser les données sans avoir à se soucier des mécanismes sous-jacents de traitement des données.
Alors idéalement, ça veut dire 3 choses pour nous, pour le traitement des données. Un traitement en flux déjà, donc pouvoir traiter les données en temps réel et avertir l'utilisateur de cas intéressants, sans qu'ils aient installé 20 000 trucs sur leur machine. Donc très rapidement, aujourd'hui c'est facile, avec les systèmes de messagerie par exemple, on peut très facilement avertir quelqu'un en lui envoyant un message sur Slack, Telegram, vous citez l'application que vous avez demandé. Donc ça on fait beaucoup. Une partie héritage aussi. Donc l'astronomie c'est une science qui est assez vieille, qui s'est mise à l'informatique il y a longtemps, et il y a beaucoup de codes existants. Alors, les codes ne sont pas forcément très efficaces, très optimisés, mais contiennent en tout cas la physique qui permet de travailler. Et ça, on ne va pas la refaire, cette physique-là, juste parce que les données ont changé ou sont plus grosses. On a envie de capitaliser là-dessus. On va pas mettre à la poubelle 40 ans de développement informatique en physique. Donc, la chose qu'on s'est dit, c'est qu'on veut permettre à tout utilisateur de modifier simplement le ou les programmes qu'on est en train de faire sur ces grosses données pour y incorporer sa logique scientifique à moindre changement, à moindre coût finalement. Quelqu'un qui arrive avec un truc, on devrait lui dire dès le lendemain, tiens, ça marche, tu peux bosser. Alors il y a un corollaire à ça, donc c'est ce que je dis, voilà, capable d'appliquer les programmes anciens sans connaître les détails informatiques. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens pour qui l'informatique, c'est obscur, c'est magique, ils n'ont pas envie de mettre les mains dedans. Je pense que c'est un désidératum assez important. Et la dernière chose, c'est la diffusion de ces données-là. Donc je disais, stocker les données, c'est une chose, les interpréter encore une autre, mais comment les diffuser ensuite dans la communauté de manière très facile pour permettre une exploration et visuelle et programmatique. Visuelle parce que des fois on n'a pas forcément d'idée sur ce qu'on voudrait faire, donc on voudrait juste avoir une idée de que contiennent nos données. Par exemple, ça c'est pratique, ça. Vous regardez vite fait, vous ne savez pas trop, puis une fois que vous avez une idée plus précise, là vous mettez les mains dans le cambouis et vous développez votre code. Donc ça doit être possible derrière. Et quel que soit le volume sous-jacent, encore une fois. On ait 1 mégaoctet de données ou qu'on ait 10 pétaoctets de données. Donc voilà, on avait cette feuille de route-là et on a commencé donc, à créer ce projet Fink, qui est un projet qui va récupérer ce flux de données, le traiter et le diffuser dans la communauté. Pour ça, on a eu de la chance, c'est qu'à Orsay, on a un super cloud, donc une infrastructure distribuée, qui s'appelle Virtual Data. J'étais agréablement surpris de voir qu'elle est GM aussi bien. Donc si vous avez un problème, souvent c'est moi derrière qui gère les machines. Alors pas je suis pas tout seul. Donc n'hésitez pas à me dire non, ça marche pas, c'est bizarre. Donc à l'intérieur de ce cloud, donc c'est un gros cloud, hein, il y a 12 000 cœurs, il y a 3 pétaoctets de données disponibles, utiles. Nous on n'utilise pas tout ça, hein, bien sûr, pour faire nos calculs, on utilise à peu près 200 cœurs par exemple. 35 terrains. On utilise un autre cloud qui est à Lyon, au centre de calcul. Donc moi je fais partie de l'Institut de l'IN de P3 au CNRS. On a un très grand centre de calcul et à l'intérieur, voilà, on a un cloud aussi, on utilise quelques ressources. Alors là, c'est très rapidement l'architecture. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer un petit peu quel genre d'infrastructure on peut déployer dans un cloud pour faire de la recherche. L'idée, c'est qu'on a nos flux de données qui arrivent ici, et puis chaque boîte ici, c'est un cluster de machines, un ensemble de machines qui vont fonctionner de manière coordonnée, avec un but bien précis. Le premier cluster de machines ici, c'est un cluster de traitement des données. Et dessus, il va y avoir Spark installé dessus. L'idée, c'est que le flux va arriver et Spark en continu va ingérer ces données, les traiter, et puis les renvoyer dans d'autres blocs qui vont continuer la suite de l'analyse. Et cette partie-là, elle est critique parce que c'est la partie temps réel. Il va falloir que nos 1 Tera qui arrivent par nuit, là, alors en gros, c'est du 30 mégas par seconde. Il va falloir qu'on les traite en continu sans lag. Parce que si on lag, forcément, il y a du délai. Et derrière, il y a des choses qui vont être manquées. Donc, on aura vraiment ici envie d'avoir des performances énormes dans le traitement des données. Vous avez les parties bases de données, bien sûr, qui vont, donc avec stockage et qui vont permettre d'avoir des services web derrière où les gens vont pouvoir aller explorer les données un peu comme ça. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. La partie stockage revient à la base de données, et puis la partie communication, on va pouvoir communiquer avec les utilisateurs aussi en temps réel. Alors, on utilise Kafka. Vous verrez beaucoup Apache. Apache, c'est une fondation très très active, logiciel qu'on utilise dedans. Donc Kafka, c'est un logiciel de messagerie, tout simplement, pour publier des messages à droite à gauche. Donc c'est un peu l'idée. Alors je vous ai mis un petit peu les challenges. Donc en entrée, on a des choses de l'ordre de 30 mégas par seconde. Ici, aujourd'hui, on a à peu près 20 projets scientifiques. Quand je parle de projets scientifiques, des gens qui vont faire des astéroïdes, des gens qui vont faire des étoiles binaires, des gens qui vont faire des supernovas, etc., etc. Et donc ça, c'est des gens qui sont venus avec leurs idées et qu'on a dû faire rentrer dans le projet. Et ces gens-là ne connaissent pas forcément le big data, donc on a dû les accompagner pour qu'ils puissent déployer tout ça sur des infrastructures distribuées avec Spark dessus.
Là, bah, on est au bêta, et puis voilà, derrière, l'idée, c'est c'est qu'on a une centaine d'utilisateurs derrière quotidiens qui vont les fouiller dans ces données. Alors, pour que les gens puissent travailler, il a fallu implémenter, déployer des services, ce qu'on appelle des services. On ne peut pas décemment dire aux gens, bah tiens, c'est facile, hein, installe Spark sur ta machine, et puis ça va être facile. Donc, on préfère plutôt encapsuler les choses compliquées, techniques, créer des interfaces, et derrière exposer ces services-là via les interfaces directement. Et ces services, bah, c'est des services très simples, des services web que tout le monde connaît, par exemple, ou des services de messagerie. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 services en particulier hein, qu'on a mis en place. L'idée, c'est pas forcément que vous utilisez ces services, hein, je pense que ça ne vous intéresse pas. L'idée, c'est surtout que c'est généralisable, je pense, à beaucoup de cas, en fait, derrière. Ici, c'est de l'astronomie, mais ça peut être n'importe quoi. Vous avez un gros jeu de données, vous voulez exposer l'utilisateur, ben voilà, quel genre de service on peut mettre en place. Donc, il y a le service de ce que je vais appeler le broker. Donc, le broker, c'est la partie vraiment calcul que je mentionnais ici, avec le processing et Spark derrière. Un portail web qui va fournir des cartes de ce même genre qui est ici. J'aime beaucoup ce petit truc-là, c'est très sympa. Une API aussi, qui est ce que je vais appeler API, donc c'est une manière d'accéder aux données de manière programmatique, hein, notre ordinateur par exemple. Donc aujourd'hui, on a à peu près 3000 requêtes par jour. Un service de transfert de données massives aussi. Ça, il ne faut pas oublier, les gens veulent explorer, mais à un moment donné, peut-être qu'ils ont envie aussi d'extraire un sous-ensemble de données, et ce sous-ensemble reste massif lui aussi, de toute façon. Donc la question, c'est comment vous pouvez partager ces données-là de manière efficace. Parce que si la personne doit attendre 3 semaines pour télécharger, c'est pas très drôle. Et puis à la fin, je finirai sur quelques outils qu'on a dû développer, notamment des extensions de Spark, pour arriver à nos fins. Parce que Spark est très très bien. Laurent, il a l'air de me dire que ça ne marche pas très bien. Moi, j'adore. Et donc il est très très bien, mais effectivement, il n'est pas forcément fait directement pour tout ce qu'on a envie, et donc il a fallu à un moment donné étendre, et donc je vous montrerai un petit peu quel genre de choses on peut faire avec Spark, quel genre d'extension on peut faire. Alors le broker, la partie broker, donc la partie scientifique, la partie Spark, comment on amène les gens à faire du Spark sans faire du Spark, en fait, finalement. Alors l'idée, donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que nous, ce qu'on reçoit, ce sont des alertes, hein, nous dire ah, attention, il y a un truc à varier ici. Ça, c'est l'information, mais l'information à l'ordre zéro, enfin vraiment substance même du mot information, c'est-à-dire que ça ne contient pas de science. C'est une position, etc. Donc nous, on a besoin d'experts en astronomie, en cosmologie pour en extraire la science cette fois, qui n'est pas une information, qui est une valeur ajoutée. Pour ça, on a plus de 30 scientifiques qui contribuent au projet, c'est un projet international. Et donc derrière, il va falloir accompagner ces scientifiques pour leur dire, bah, voilà, si tu veux faire des astéroïdes, on utilise Spark. Voilà. Donc nous, on utilise dans Spark ce qu'on appelle les User-Defined Functions. C'est un outil de base, hein, très 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 simple, où grosso modo, c'est un peu un texte à trous. On leur fournit toute l'infrastructure, tout bien côté Spark, et puis on leur dit juste, tu remplis les trous avec tes idées à toi. Généralement, les trous sont suffisamment simples pour que finalement, avec quelques neurones, ils arrivent à réfléchir et à dire, ah, tiens, je fais ça. Donc ça a été plutôt efficace. Spark, je pense, est plutôt bien fait pour ça. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de templates, hein, de code réutilisable. Alors nous, derrière, on utilise Spark, mais on utilise... je pense qu'il y aura des présentations plus précises sur Spark, mais il y a plusieurs blocs dans Spark. Il y a un bloc statique, vous allez charger vos données de manière tabulaire, donc des tables, ce qu'on appelle des data frames, plus communément, mais des tables, donc des colonnes, un ensemble de colonnes et de lignes, de manière statique. Vous pouvez faire ça aussi en streaming, donc en flux, finalement. On utilise l'API Structured Streaming, ce que j'appelais en flux. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire typiquement avec cette API? De l'inférence, donc du machine learning, par exemple. On fait beaucoup de choses en machine learning. Donc, c'est très facile d'intégrer Spark avec scikit-learn, avec PyTorch, TensorFlow. Ça marche très, très bien. On va pouvoir faire aussi des requêtes distantes massives. Donc, imaginons que vous avez des serveurs distants qui contiennent des données et vous voulez interroger ces serveurs-là. Et bien, avec Spark, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir l'interroger non pas avec un serveur, mais avec N serveurs si vous avez N machines. Et donc, du coup, vous allez... Alors, il faut que le serveur distant puisse tenir la charge, bien sûr. Mais s'il tient la charge derrière, vous allez pouvoir faire des requêtes extrêmement rapidement. Et on fait ça, par exemple, au centre de données de Strasbourg, qui est un grand centre de données qui contient beaucoup de données astronomiques, et ça nous permet de récupérer l'information plutôt que de copier l'information chez nous et l'utiliser en local, par exemple. Comme ça, on peut les laisser là où elles sont. Et on économise de l'énergie et
On va faire des jointures de flux de données aussi. Si vous avez un flux puis un autre flux, et vous voulez savoir à quel moment des choses coïncident entre ces deux flux, vous pouvez faire ça en temps réel aussi, et sur des gros volumes de données. Et ça, c'est intéressant parce que le premier flux peut être très gros, le deuxième flux peut être très gros, mais la coïncidence entre les deux peut être très petite, et c'est que ça qui vous intéresse. Donc vous n'avez pas besoin de stocker finalement l'entièreté des deux flux, vous voulez stocker simplement le produit de la jointure, qui lui est forcément est peut-être très petit. Et là aussi, vous allez réduire vos coûts énormément derrière. Donc il faut réfléchir à comment faire cette jointure, elle n'est pas forcément évidente, mais une fois que vous avez réussi à la faire, vous sauvegardez énormément en stockage. Donc pour ça, on utilise des templates de code, des jeux de données disponibles pour les utilisateurs. Ça, c'était tout un travail d'aller-retour entre les communautés d'utilisateurs et nous, de dire voilà ce qu'on peut vous proposer, est-ce que ça vous va, oui, non, alors souvent non, on aimerait bien ça, alors nous on essaie de mettre ça. Il faut beaucoup parler avec l'utilisateur pour savoir si ça leur va. On a aussi mis une plateforme notebook, donc les notebooks trucs Jupyter, par exemple en Python. Ça aussi c'est pas mal, c'est des choses qui sont utilisées beaucoup par les physiciens pour pouvoir prototyper très rapidement, c'est visuel, c'est joli, c'est bien, ça marche bien. Donc ça on l'a mis en place, donc déployé avec Spark derrière, donc ça leur permet aussi de pouvoir faire des calculs en dehors de leur machine, pouvoir tester déjà dans le cloud un petit peu ce qui se passe. Un point sur lequel je suis passé dessus déjà, mais vraiment je vais appuyer, c'est que Spark a une API vraiment unifiée. Que vous travaillez en statique ou en flux, ce sont les mêmes outils. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est extrêmement important. La plupart des outils que nous, on développe, la plupart du temps, on se dit bah, c'est soit du flux, soit du statique, mais pas forcément les deux. Généralement, on change d'outil quand on veut faire l'un ou quand on veut faire l'autre. Là, ici, vous pouvez faire la même chose avec le même outil. Enfin, vous pouvez faire la même chose avec le même outil, que ce soit du flux ou du statique. Alors, au niveau partie utilisateur, donc c'est ce que je disais, nous, on va leur fournir des templates où on va imposer finalement la syntaxe pour les entrées et les sorties. On va dire, bah, Spark, lui, il a envie de ça. Donc ça, il ne faut pas toucher. Ou en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est un petit peu ce que je mets ici. Alors, c'est le seul code qui... J'ai pas envie d'entrer dans les détails, on peut en parler après si vous voulez. Mais l'idée, voilà, ça, c'est en Python, par exemple. Donc Spark, il y a une API. Alors, Spark, c'est en Scala, à la base. C'est un langage cousin du Java fonctionnel. Très efficace, très bien. Le problème du Scala, c'est au début, on a commencé en Scala, nous, moi, j'adore ça. Et puis les physiciens m'ont regardé avec leurs yeux et m'ont dit, t'es fou, on va pas faire du Scala. Heureusement, Spark expose une API en Python aussi. Donc ça, c'est un langage Python qui est très utilisé dans nos communautés, j'imagine partout. Donc voilà, donc ça c'est l'API Python. Donc vous avez quoi? Un décorateur qui dit bah, Spark, il aimerait bien avoir un type de sortie, une fonction Python classique avec des entrées, la sortie, et à l'intérieur, c'est le texte à trous que l'utilisateur va devoir remplir. Et donc là, typiquement, c'est de l'inférence, donc elle va devoir charger son modèle, faire une prédiction et non récupérer les scores. C'est aussi simple que ça. Alors ça peut être méga complexe, mais l'idée est toujours la même en fait, derrière. La logique peut être complexe, mais... Et ça, finalement, c'est extrêmement efficace. Et avec un petit machin comme ça nous a permis de découvrir, par exemple, plus de 900 supernovas depuis 2-3 ans. Plutôt cool, hein, quand même. Une exoplanète, ça aussi, je suis content. Plein d'astéroïdes non détectés, etc. Donc ça, finalement, avec très peu de code, très peu de choses du point de vue utilisateur, et sachant que cette partie-là, elle a été développée en dehors de Think, en dehors de Spark, en dehors c'est des choses qui existaient déjà. Mais cette fois, on l'applique sur des masses de données conséquentes. Donc, c'est très, très efficace. Alors, il y a quand même quelques petites difficultés, hein, je ne vais pas vous mentir. Faire du profilage avec Spark, c'est un peu un casse-tête. Enfin, faire du profilage de manière distribuée sur du calcul distribué, c'est un casse-tête. Spark n'échappe pas à la règle. Alors, depuis la version 3.4, qui est très récente, hein, c'était le mois dernier, il y a des outils de profilage qui commencent à arriver. Pas encore la panacée, mais c'est déjà pas mal. On peut savoir à peu près ce qui bloque, ce qui ne bloque pas. Mais voilà, c'est une chose à garder en tête. C'est pas forcément évident à savoir les points bloquants. Et l'accès aux données externes aussi. Alors là, j'ai un peu triché. Hein, je vous ai dit modèle égale load, 3 petits points. Sauf qu'en fait, le load dans un environnement distribué, il ne veut pas dire grand-chose. Il faut que la donnée elle soit locale sur la machine où vous êtes. Vous n'êtes pas sur votre ordinateur portable. Donc là aussi, il y a toute une mécanique, un petit peu réfléchir comment distribuer les données sur les machines, etc. Les données externes dont on aurait besoin pour faire les calculs, en plus des données à traiter. Donc, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais c'est des petits points. Donc, une fois qu'on a ces données traitées-là, bien sûr, les utilisateurs, ils ont envie de retourner dessus, sûrement. Ils ont envie de retourner dessus le lendemain, la semaine suivante, l'année suivante, peut-être, dans 3 ans. Donc, ces données-là, il faut les stocker de manière pérenne et il faut pouvoir les exposer derrière de manière efficace. Et j'ai envie de dire, ça, c'est le point le plus difficile pour ce qu'on va appeler la science ouverte. Aujourd'hui, toutes nos tutelles, elles nous disent il faut rendre la science ouverte, etc. Il n'y a aucun souci, moi je suis pour. Hein. Sauf que mettre des données sur un disque dur et dire les données sont là, ça ne suffit pas. Si ces données sont gigantesques. Il faut les outils
qui vont permettre d'aller fouiller dans ces données-là. Sinon, on a tout perdu. Les données, elles vont moisir sur un disque dur et personne n'ira les utiliser. Donc c'est vraiment, je pense, le défi de l'open science. C'est pas juste de rendre les données ouvertes, c'est de rendre les données exploitables aussi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de comment exploiter ces données-là, donc à partir d'un site web, c'est l'exemple le plus typique, hein, j'ai rien inventé ici, c'est de se dire, bon, on a nos grosses bases de données, et puis on va donner la possibilité aux utilisateurs de faire des requêtes via un site. Pourquoi un site? Parce que c'est intuitif, il n'y a pas besoin de base de programmation, on clique sur des boutons, on remplit 3 champs, et puis ça fonctionne. Donc typiquement, voilà, je vais peut-être... Ce document essaye de se connecter au site web. Donc voilà, par exemple, alors ça c'est le site qu'on a mis en place. Donc ça c'est la partie statistique. Donc là vous regardez, donc le projet a commencé en 2019. Chaque point c'est quand il y a eu des observations. L'utilisateur très rapidement il peut se dire quand est-ce que le télescope a observé, quand est-ce qu'on a les données. Ça lui permet de voir quel genre de truc il a envie d'aller voir. Et puis après il peut faire des recherches. Donc il peut aller ici sur le moteur de recherche. Donc un moteur de recherche très basique, hein, avec une barre de recherche. Potentiellement, on lui dit quel genre de recherche tu as envie de faire. Par exemple, une recherche par classe. Ce qu'on appelle par classe, c'est par type d'objet, par exemple. Donc il peut cliquer dessus. Il peut se dire, bah, tiens, moi j'aimerais bien voir toutes les supernovas qui sont en train d'exploser. Donc il va cliquer là-dessus, hop, et il va directement avoir, par exemple, un ensemble de résultats sous forme tabulaire, par exemple, dans une base de données. Quels sont les derniers événements importants dans le ciel. Et puis, puisqu'on est un événement de cartographie aujourd'hui, il peut aller voir aussi la carte du ciel. Alors, hop. Par contre, ça change. Moi, ici, ça se voit bien. On voit bien sur mon écran, c'est dommage, je ne voyais pas grand-chose. Il y a... Est-ce que vous voyez des petits points? Ouais, ah, voilà. C'est une carte du ciel, en fait, interactive. Un peu comme celle-là, et très hiérarchique aussi avec des tuiles, bien sûr. Donc, quand vous dézoomez, bah, vous avez forcément que les grandes échelles. Donc, vous ne voyez pas grand-chose, c'est pour ça. Et puis, plus vous zoomez, et plus vous allez avoir des objets qui vont apparaître. Alors, vous pouvez changer les cartes qui sont derrière. Hop là. Donc, c'est des images, en fait, des vraies images hein, de survey, donc de grands relevés optiques dont je vous parlais. Là, je vous en ai mis un en particulier qui s'appelle Pan-STARRS, mais il y en a plein, en fait, aussi, si vous ouvrez le machin. S'il a envie de prendre SDSS 9, bah, il prend SDSS 9, il a une autre vue. Et l'utilisateur va pouvoir voir le résultat de ces requêtes-là directement sur la carte. Et il va se dire, ah tiens, là j'ai un objet à une main, c'est super chaud. Et il va pouvoir zoomer et voir ce qui s'est passé ici. Alors là, SDSS, il n'y a pas grand-chose, donc on va aller revoir Pan-STARRS. Il est Pan-STARRS. On a marqué Pan-STARRS. Tout en bas, merci. Voilà, hop. Il va pouvoir aller voir ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'il y a une galaxie, par exemple? Alors, bon, voilà, on ne voit pas de galaxie derrière, mais de temps en temps, vous voyez. Alors, la plupart des points, ce sont des étoiles, puisqu'on est dominé quand même par notre galaxie à nous, la Voie lactée. Et de temps en temps, vous voyez des très belles étoiles, des très belles galaxies, pardon, apparaître, etc. Donc ça, c'est un outil qu'on a voulu exposer directement au public, parce que ça leur parle directement, ils peuvent aller voir. Notamment les gens qui font des observations, ça leur permet de prendre une décision très rapidement sur est-ce qu'il faut suivre un événement ou pas. Alors, hop, je repasse là-dessus. Voilà, donc mise en place du portail. Alors ici, ce que je vous montre à droite, c'est une carte du ciel, où j'ai pris toutes les alertes, donc toutes les choses qui ont varié sur entre 2019 et 2021, donc sur 3 ans. J'ai pris donc toutes ces variations-là et je les ai reprochées sur le ciel. Alors c'est plat, c'est une galette, pourquoi? Parce que donc, vous imaginez, vous êtes ici sur Terre, vous avez la voûte céleste autour de vous, et puis bah, vous projetez cette voûte céleste sur un plan en deux dimensions. Vous êtes au centre, et puis c'est une projection sûrement en mall wide, de Mercator. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? La galaxie. Alors vous avez une surdensité. Alors, ici. Alors, on ne voit pas très bien ici avec le contraste, mais vous avez une espèce de surdensité ici qui est la Voie lactée. Donc, il y a forcément plus d'objets dans la Voie lactée. Enfin, il n'y a pas plus d'objets, mais disons qu'ils sont plus proches, donc on les voit mieux. Vous avez aussi une espèce de surdensité que vous ne voyez pas forcément ici. Vous pouvez me croire sur parole, qui est ce qu'on appelle le plan écliptique. Donc, c'est le plan dans lequel les astéroïdes vont majoritairement circuler. Ça, c'est des résidus de la formation du système solaire. Donc, ils ne sont pas n'importe où, les astéroïdes, ils sont contenus dans un espèce de plan.
qui est ici. Ici, c'est blanc parce que le télescope n'observe pas. Il est dans l'hémisphère nord, donc ça, c'est plutôt l'hémisphère sud. Ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a de la variation partout. Il n'y a pas de zone, il n'y a pas de variation. Tout varie dans l'univers. Si vous zoomez, ce qui est intéressant, c'est que vous commencez à avoir des structures, par exemple, comme ça. Donc après, ça, j'y reviendrai. Là, c'est des structures en 2 dimensions, donc c'est vraiment l'intégrale, en fait, sur la ligne de visée de votre observation. Donc, tous les points-là ne sont pas forcément sur le même plan. Il y en a qui sont en arrière-plan, d'autres en avant-plan. Ici, c'est tout mis sur la même chose. Mais vous voyez, en fait, des bras de la galaxie qui commencent à apparaître, et vous pouvez continuer à zoomer comme ça et voir des sous-structures apparaître. Ça, on ira faire un petit voyage dans la galaxie tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour le portail scientifique. Ça marche bien. Les gens sont plutôt contents. Ils nous font des requêtes tous les jours pour dire tiens, j'aimerais bien avoir ci, avoir ça. Donc il y a quand même toujours du développement à faire pour essayer d'accommoder un peu tous les desiderata de chacun. Donc ça marche. Alors, transfert de données, très rapidement. La problématique, c'est la suivante. Comment transférer des données massives avec un S d'un point A à un point B. Point A, c'est le serveur. Point B, c'est n'importe quoi. De manière flexible. C'est-à-dire, je ne veux pas un tar GZ qui fait 150 milliards de téraoctets uniques. C'est-à-dire que je vais pouvoir commencer à télécharger, m'arrêter à un moment donné parce que ma connexion n'est pas trop bonne, parce que je dois partir au labo et que je n'ai pas le temps de mon ordinateur, je veux le fermer, etc. Et pouvoir continuer ce téléchargement là où il s'est arrêté, une fois que j'ai rouvert mon ordinateur, et puis à peu près n'importe où. Donc, on voulait cette flexibilité-là, parce que vraiment, quand vous avez des données massives, vous n'avez pas à attendre 3 heures ou 4 heures pour votre ordinateur est fini. Et personnalisable. Les données, les gens, ils n'ont pas forcément envie de tout prendre. Ils ont envie de se dire, avant de télécharger, j'aimerais bien juste prendre ce sous-ensemble-là. Ce sous-ensemble peut rester gros, mais n'empêche que c'est un sous-ensemble. Donc, on voulait donner cette possibilité-là aux utilisateurs. Donc forcément, on pourrait leur dire, c'est facile, regarde, tu te connectes, avec Spark, tu fais ça. Et ils vont dire, je ne veux pas utiliser Spark, ça ne marche pas comme vraiment. Donc en fait, on va cacher un peu la misère sur le tapis. Et c'est ce qu'on a fait. On a mis en place un service web où l'utilisateur, il part d'ici, il est connecté à une page web et il commence à dire, tiens, je vais définir mes filtres. Moi, je voudrais les supernovas et puis les machins qu'on varie en plus entre tel jour et tel jour. Et puis avec tel flux, qui définit les filtres. Il clique sur soumettre et la requête part ici dans le cluster Spark, dans le cloud. Les données sont chargées, le traitement est fait, etc. Et une fois que le résultat est obtenu, il est envoyé sur un autre cluster, donc un ensemble de machines, avec Kafka dessus, qui va s'occuper de faire toute la partie distribution. Donc c'est du streaming, un peu comme Netflix. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous revenez ici et vous avez un petit client sur votre machine. Et puis ce petit client, ça vous permet de récupérer les données en streaming. Et comme le streaming, vous pouvez faire pause, vous pouvez faire play, vous pouvez faire stop, vous pouvez faire finalement ça ne m'intéresse pas, etc. Et donc ça a été vachement utile pour diffuser les données pour du traitement a posteriori. On n'est plus dans la visu là, on est vraiment construire des gros jeux de données, surtout pour l'entraînement de machine learning par exemple. Voilà, n'hésitez pas à m'arrêter quand vous voulez. Je ne suis pas obligé de faire un monologue. Alors quelques cartes, quel genre de cartes on fait? On fait plein de genres de cartes. Alors, je vais commencer par... voilà, alors ça, c'était la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, interactive, où on peut. Donc ça, c'est typiquement un objet assez joli. Donc c'est une rémanente de supernova, donc une explosion d'étoiles, une étoile qui explose. Alors au début, ça fait un gros flash. Le flash est localisé sur un point source, dans le ciel. Mais si vous attendez des milliers d'années, par exemple, la coquille de la supernova, donc l'explosion, elle va éjecter de la matière. Cette matière va se diffuser dans le milieu interstellaire. Et donc, vous avez ces espèces de jolis nuages ici. C'est des fausses couleurs, bien sûr, mais c'est colorisé en fonction des éléments chimiques. Mais vous avez des grosses coquilles qui apparaissent comme ça, Et vous pouvez vous demander, est-ce qu'il y a des choses qui varient à l'intérieur de cette coquille? Typiquement, pour une supernova, ça va être une pouponnière d'étoiles. La mort d'une étoile va... après la mort d'une étoile, va suivre en fait des naissances de nouvelles étoiles, puisque en fait, le matériel qui a été éjecté va enrichir le milieu, qui ensuite va s'effondrer sur lui-même plus tard, et puis reformer de nouvelles étoiles. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent. Est-ce qu'on n'a pas des étoiles jeunes qui sont apparues après? Vous pouvez faire des jointures de cartes aussi. Vous avez 2 cartes, et vous vous demandez quelle est la jointure, en plus temporelle, par exemple, entre telle date et telle date, est-ce que ces 2 cartes-là ont vu des choses apparaître, etc. Donc voilà, on peut faire des superpositions, c'est très intéressant. On peut faire des orbites. Et alors, on peut faire des choses en 3D aussi. Et là, merci Cloud Compare. Il y a alors nous, en tant que physiciens, on était très mauvais en visualisation de 3D.
Et heureusement, j'avais Laurent dans mes contacts. Et je dis, Laurent, tu n'as pas des logiciels de visualisation de nuages de points? Il m'a donné une liste parmi lesquelles il y avait Cloud Compare et j'en suis très très content. Alors, essayons de voir, j'ai fait une petite vidéo histoire de dire. L'idée, c'était la suivante, j'ai pris toutes nos données qui appartiennent à la galaxie par les mesures des distances de parallaxe. Donc, je savais quelles données appartenaient à la galaxie. Donc, j'avais une distance. Donc, j'avais finalement 3 dimensions. J'avais la dimension sur le plan du ciel, donc ce qu'on va appeler écliptique, X, Y si vous voulez, et puis la dimension Z, qui n'est pas forcément là tout le temps. Donc là, on est page blanche. Si ça ne vient pas, les slides seront distribués de toute façon. Et ce que j'ai fait, c'est qu'alors, au début, je m'étais amusé à prendre toutes mes données et à les mettre dans Cloud Compare. Alors, Cloud Compare, il n'a pas frisé, hein, il marche super bien, ça, j'étais super impressionné. C'était, je crois qu'on parlait là de 40 millions de points. J'étais plutôt impressionné parce que nous, tous nos outils, ils mouraient bien avant 40 millions de points. Donc ça marchait très très bien. Le problème, c'est que c'était pas, on ne peut pas faire grand-chose parce que la densité était telle que c'était juste genre une boule de points. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une coquille. Donc selon la direction de mes lignes de visée, j'ai sélectionné simplement 2 bornes, une borne inférieure et une borne supérieure. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est une coquille de cette galaxie. Et ce qu'on voit clairement ici, par exemple, c'est le bras de la galaxie, le plan de la galaxie ici, on voit. Et puis, à fur et à mesure qu'on s'éloigne du plan de notre galaxie, de la Voie lactée, la densité diminue, donc on a quelques étoiles, mais plus grand-chose. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas utilisé du tout en astronomie. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue morphologique, par exemple. Je pense qu'il y a plein de sous-structures qui sont intéressantes à voir. L'évolution temporelle aussi de ces choses-là, qui est intéressante à voir. Et en fait, on ne l'exploite pas du tout parce qu'on n'a pas forcément les bons outils pour le faire. Mais quand je vois des journées comme ça, je me dis qu'on a sûrement des solutions qui peuvent apparaître. Écoutez la présentation. Alors, j'arrive à la fin de la présentation. Je ne sais pas bouger. Sur les extensions de Spark. Donc Spark, c'est vraiment au cœur de notre projet. C'était vraiment l'outil qui nous a permis de traiter ces données massives de manière efficace. Mais il manquait quand même pas mal de choses au départ quand on a commencé. Pas mal de choses liées au domaine, en fait, à l'astronomie. Une des choses évidentes pour nous au départ, c'était le format de données. Alors Spark, ça peut lire du CSV, ça peut lire du Parquet, de l'Avro, etc. C'est génial, hein, mais nous, on n'utilisait pas du CSV, on n'utilisait pas du Parquet. Enfin, à l'époque, maintenant on l'utilise, mais à l'époque, on n'utilisait pas de Parquet, etc. On utilisait un format qui s'appelait FITS, un format astronomique. Il est ce qu'il est. Et on s'est dit, bah ouais, mais c'est dommage, on a des tonnes de FITS et impossible de lire avec Spark. Alors la solution au départ, c'était de convertir tout ça, tous les FITS en CSV ou en tout ce que vous voulez, et puis de les relier avec Spark. C'est marrant une fois, mais on va pas faire ça tous les jours quand même. Et puis, vous imaginez le coût de la duplication de la donnée. Donc, on s'est dit, il va falloir développer un connecteur pour Spark derrière, pour pouvoir lire nativement. Et là, il y a plusieurs problématiques qui apparaissent. Les données dans Spark, de manière générale, elles sont distribuées. Les données ne sont pas sur un disque dur, elles sont sur N disques durs. Et en plus, la manière dont c'est coupé, ces trucs-là, c'est au hasard. Vous avez votre fichier, Spark, il va faire schlang, il va couper au milieu, ça se trouve, c'est en plein milieu d'un octet, et puis hop, il va l'envoyer sur une machine. Donc il a fallu réfléchir à comment couper notre format de données de manière efficace pour pouvoir le distribuer. C'est un peu ce que j'essaye de montrer ici. Ça, c'est le format natif qu'on a, nous, avec une structure, avec ce qu'on va appeler un header, des données, un header, des données. Et il a fallu arriver à cette structure rouge ici, où on coupe, et puis il y a certains bouts qui vont contenir un header, d'autres que des données, etc. Et puis c'est un peu aléatoire, en fait, on ne sait pas où la coupure reste. Donc pour ça, on a bossé, on a étendu Spark, ce qu'on appelait la source de données pour Spark SQL. Finalement, c'était assez facile à faire. On a été étonnés, alors c'était dans ce cas-là, mais c'était assez facile à faire. Et on en est arrivé à une méthode assez généralisable pour n'importe quel format de données derrière. On est capable d'exprimer de manière simple, hein, comme celle-ci. Donc ça, c'était pas mal. On l'avait testé jusqu'à 1 teraoctet de données sans aucun problème. Alors nous, on a de la chance, c'est qu'on est poussé par nos tutelles à faire des publications. Donc on a fait une publication, ils ont regardé, c'est magnifique, ça marche bien. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens l'aient lu. Et voilà, les performances étaient comparables à tout le reste, donc on était plutôt contents. Donc ça nous a permis finalement d'utiliser toutes les données existantes en FITS dans Spark nativement, et toutes les nouvelles données en FITS aussi, sans erreur à les convertir. La deuxième chose qu'on a faite, c'est quand on a commencé à regarder Spark, on voulait bien sûr faire des données spatiales.
en 3 dimensions. Donc on a fait un petit peu de revue de ce qui existait pour le spatial dans Spark. Et on trouvait plein de trucs en 2D, vraiment plein. Et à l'époque, GeoTrellis, Magellan, alors à l'époque c'était GeoSpark, maintenant c'est Apache Sedona, GeoMesa, etc., etc. Alors c'était drivé par le marché, hein, bien sûr, les conducteurs de taxi, tout ce que vous voulez, sont du 2D. Mais finalement, quand on creusait un peu, il y avait quasiment rien sur la 3D. Pourtant, c'est juste une dimension de plus, quoi. Enfin, X, Y, on a envie de dire, Z, on peut faire un truc en ND et dire N égale 2 si on a envie, mais pourquoi pas. Donc non, c'était vraiment optimisé pour du 2D. Les codes vraiment très profonds faisaient l'hypothèse qu'on avait 2 dimensions. Tous les algorithmes de recherche, de voisins, etc. étaient faits pour du 2D, et ce n'était pas trivial de passer à 3D. Pendant un temps, j'ai essayé de contribuer à GeoSpark pour faire une généralisation en 3D. Ce fut un échec total. Donc on est parti sur une autre piste qui est de développer notre propre outil pour faire du 3D sur Spark. Alors c'est dommage d'en arriver là, parce qu'on se dit on a envie de capitaliser sur la communauté, mais bon, on n'avait pas le choix à l'époque. Donc on a fait Spark 3D, le nom est plutôt évocateur. On a eu la chance d'être suivi par Google à l'époque, donc on a eu un étudiant qui avait bossé là-dessus, j'imagine qu'ils avaient des besoins. On a eu une thèse de master aussi en 2020. Donc l'idée c'est la suivante, on partait d'un bloc de Spark SQL, et puis à l'intérieur il y a tous les outils de partitionnement, ce qu'on appelle le partitionnement de l'espace, etc. Et on va finalement généraliser ces outils-là de partitionnement pour passer en 3 dimensions. Et l'idée à terme c'est de faire du partitionnement distribué en 3 dimensions ou des requêtes spatiales en 3 dimensions. D'ailleurs c'est ND, hein, mais nous c'est Tech3 qui nous intéresse. Alors quelques cas qu'on a pu mettre en application, des recherches de voisins par exemple, un truc typique. Vous avez un nuage de points, vous avez un nouveau point, et vous lui demandez ce point-là, c'est quoi ces voisins à l'intérieur. Et on a fait des tests avec 6 milliards de positions, par exemple, où on avait qu'à le nombre de voisins 1000, on demandait les 1000 premiers voisins. Et voilà, sur Spark, ça tournait en 10 secondes, donc on était plutôt content. Alors on avait une centaine de cœurs, c'était pas top. Mais voilà, enfin, je veux dire, des performances comme ça, c'est interactif, ça nous va. On n'a pas forcément besoin d'optimiser plus. Une autre chose qu'on avait voulu faire avec ça, c'est des jointures de catalogues. Donc, vous avez des catalogues, donc un ensemble de points A, un ensemble de points B, et vous voulez savoir quelle est la réunion de A avec B, quelle est l'union. Et donc on a fait ça, 6 milliards pour A, 190 millions pour B, et puis 10 secondes avec Spark. Donc ça aussi, on était plutôt contents, c'est des choses qui vont vite, parce que derrière nous, c'est une application directe pour la recherche en temps réel, par exemple. Un truc un peu plus recherche, R&D, un algorithme de clustering DBScan. Alors DBScan, vous connaissez sûrement, hein, c'est un algo de clustering où vous ne connaissez pas a priori le nombre de clusters. C'est pas comme un K-min. K-min, vous avez K dedans. DBScan, c'est min sans le K. Vous cherchez le nombre de clusters, vous essayez de partitionner votre chose. Donc c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il y a plusieurs passes dans le jeu de données. Et toute la difficulté, c'est de le distribuer, cet algorithme. Non pas qu'il marche sur un jeu de données en mémoire complet, mais sur un jeu de données distribué sur plein de machines directement. Donc il y avait des difficultés de communication entre les machines, etc., du shuffle, tout ça. Finalement, on a réussi à faire ça. Et puis par exemple, sur un clustering de 1,2 milliard de galaxies, alors quand je dis galaxies, c'est des points, X, Y, Z, les 100 trouvés en 10 minutes à peu près, on était plutôt contents. Alors il y avait un petit bémol ici, enfin un petit bémol, c'est que tous ces cas-là, ils impliquent derrière des problématiques de partitionnement de l'espace. Dans votre espace, vous allez mettre des boîtes, vous dire ce point-là, il appartient à telle boîte, ce point-là, il appartient à telle boîte, etc. Quand vous avez toutes vos données qui sont en mémoire, le partitionnement, ce n'est pas vraiment un problème, d'accord, parce que la mémoire, elle est rapide en accès. Quand vous avez des données qui sont distribuées sur plein de machines, le partitionnement est un problème. Parce qu'au départ, vous allez charger vos données, le partitionnement, il ne sera pas forcément celui que vous voulez, donc vous allez devoir repartitionner, et qui dit repartitionner, dit mouvement de données entre machines, par exemple. Et quand vous avez un ensemble de machines, elles sont reliées avec quoi? Elles sont reliées avec des câbles Ethernet. C'est pas de l'infini-bande, on n'est pas assez riche. Donc vous allez être limité par le réseau, finalement, et non plus par l'accès à la RAM. Et le réseau va beaucoup plus lentement que la RAM, derrière. Et si vous avez n machines, théoriquement, si votre algo il est brut de fonderie, c'est du n carré, la complexité. Donc chaque machine va parler avec chaque machine. C'est carré. Yes, j'ai bientôt fini. Et c'est ce qu'on voit effectivement, hein, très trivialement, en fait, on a fixé la taille des partitions, on a fait varier le nombre de partitions avec des données, en faisant varier le nombre de données, et puis qu'est-ce qu'on voit? C'est un n carré. Donc ça, c'est quand même une difficulté.
c'est que si l'algo, vous ne le pensez pas suffisamment bien, vous êtes limité par ce genre de complexité qui explose en fait. Hein. Là, j'étais à 110 gigas. 110 gigas, c'est pas. Enfin, moi, je passe au pétale. Donc derrière, là, je suis à l'infini dans cette courbe. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est on a rebossé aussi, on a retravaillé sur les algorithmes de partitionnement dans Spark. On s'est rendu compte que Spark faisait du partitionnement pas exact, en fait, qui était non déterministe. Pourquoi? Parce que justement ça. Donc Spark, sous le capot, il fait croire à l'utilisateur que le partitionnement est exact, mais en fait, il va faire de l'échantillonnage. Il va dire, ouais, c'est à peu près ça. Et pour la plupart des cas, c'est vrai que à peu près ça suffit. Sauf que nous, pour notre cas à nous, on voulait un truc exact. On voulait que le partitionnement soit exact. On ne voulait pas à peu près, on voulait pas qu'il y ait une galaxie qui soit dans une autre boîte alors qu'elle devait être dans cette boîte-là. Et donc, on a aussi proposé dans Spark 3D des extensions de Spark, donc des méthodes sur les data frames, qui font du partitionnement exact. Alors forcément, c'est plus long. Il n'y a plus ce truc d'échantillonnage, mais c'est pas si long que ça. Enfin, je veux dire, voilà, il y avait donc 1 c'est la baseline, et puis voilà, on monte jusqu'à un facteur 1.6, donc vous attendez 60% de plus. Voilà, donc finalement, on était content, on se dit, on peut attendre un peu plus, c'est pas très grave. Et au moins, c'était. J'arrive à ma conclusion. Donc, la première chose qu'on a, nous, alors moi, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans le cloud. À l'époque, quand on a commencé, la grande question, c'est de demander si le cloud était pertinent pour des applications scientifiques, pour du traitement de données massives, etc. 10 ans après, je pense que la réponse est oui, c'est très pertinent. C'est vraiment une infrastructure faite pour ça. Elle est très flexible. On peut augmenter, diminuer les ressources à la demande. Tout à l'heure, Laurent parlait de problématiques énergétiques. Dans un cloud aussi, surtout à Virtual Data, par exemple, on peut mutualiser les ressources, on peut les arrêter, les éteindre, c'est très facile. Comparé à un data center fixe où les machines tournent 24 sur 24, 7 jours sur 7 tout le temps, etc. Donc là, vraiment, je pense que c'est très, très, très adapté. J'en suis très content. Ce que j'ai mentionné à un moment donné, c'est que le défi majeur pour le big data, c'est pas tant que les données sont grosses, c'est comment faire pour utiliser ces grosses données. Ça, c'est le vrai problème. Donc, si les gens du ministère ils viennent, il faut leur dire que ça ne suffit pas de faire l'open data, il faut financer aussi les gens qui font les outils pour faire l'open data. Donc, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Offrir des interfaces ou des services qui restent intuitifs. Et pas juste mettre les données sur des serveurs. Le gros point, nous, voilà, derrière qu'on essaie de résoudre, mais c'est généralisable, c'est comment mettre les scientifiques au cœur de ce projet. Au niveau de Spark, nous, on est très très contents. C'est un logiciel, un framework pardon, qui dépote. Jusqu'à maintenant, on nous a apporté suffisamment de performance et de flexibilité pour nos analyses. Je ne dis pas que dans 10 ans, j'utiliserai toujours, mais en tout cas, ça fait 10 ans que j'utilise et j'en suis très content. Je veux juste mentionner par contre qu'entre-temps, il y a quand même d'autres acteurs qui ont émergé. Il y a peut-être 10 ans, il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres choix que Spark. Aujourd'hui, j'ai envie de mentionner Dask qui monte énormément, qui est Spark un peu simple. Pur Python. Et voilà, donc cartographie linéaire, c'est pas fini et je pense qu'on a encore pour 2000 ans devant nous. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Et bon, là, on a pas mal de temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions dans la salle et aussi sur Internet, levez la petite main dans Teams et Mathieu, vous voulez les répondre. Vous êtes déjà dans la salle des questions? Mathieu? Ouais. Je viens avec toi, comme ça je pourrais répondre. Merci pour la présentation, c'était super clair. Moi, j'avais une question. Quelle est la proportion des traitements que tu fais quoi qu'il arrive, où tu stockes le résultat, et la part des traitements que tu fais à la volée? Et quand on fait à la volée, est-ce que tu mutualises pour répondre plus rapidement si tu as la même requête qui arrive plus tard? Oui, effectivement, bonne question. Alors, au niveau de la partie processing ici, on est obligé de tout faire et de tout stocker derrière. Parce qu'on ne sait pas a priori quelles vont être les choses intéressantes des choses non intéressantes. Donc de toute façon, on fait le calcul, quoi qu'il arrive, et on le stocke dans la base de données, quoi qu'il arrive. Par contre, au niveau des requêtes base de données ici, on a énormément de mécanismes de cache, ce qui fait que si un utilisateur veut une donnée et qu'il y a 10 utilisateurs derrière, dans une certaine fenêtre temporelle, qui veulent la même donnée, cette donnée-là, elle est cachée pour éviter d'aller refaire un traitement pour aller la rechercher. Donc en fait, on va plutôt optimiser l'accès sur la partie service que sur la partie processing en temps
Et ça, on l'a vu. En fait, ce qui est bien, c'est que les événements astronomiques intéressants, il n'y en a pas des milliards par jour. Généralement, c'est quelques-uns par jour. Et donc, c'est sur cela qu'on va vouloir se concentrer tous les jours. Et donc, ces mécanismes de cache-là, justement, ils sont très, très utiles pour ça, parce que les autres données, elles sont peu utilisées. Tu as dû développer des trucs spécifiquement pour qu'ils marchent ou c'était déjà fait par HBase Ouais. Alors, donc il se trouve qu'il y a quelques années, quand on s'est demandé quel genre de base on voulait, on était un peu perdu parce que moi, j'étais pas du tout un spécialiste dans les bases. Et puis en plus, la communauté, elle est surtout experte en SQL, par exemple, base SQL, etc. Le problème du SQL, c'est que quand vous avez 10 pétas, ça marche pas. Ça marche juste pas. Enfin, c'est pas fait pour. Donc on a dû se demander quel genre de technologie non SQL, non relationnelle, finalement, on voulait utiliser. Et là, justement, c'était un des critères qu'on voulait, c'était une base non relationnelle, mais qui nous permet d'accéder de manière, comment on dit, random access, accès aléatoire, avec accès aléatoire et cache implémenté. Et HBase est arrivé naturellement en fait dans la. Mais c'était un pari parce que, à part leur site qui disait oui, oui, on peut faire ça, j'avais aucune idée si c'était vraiment vrai et à quelle performance. Et donc il a fallu quelques années pour qu'on se convainque que c'était la bonne solution. Si, d'autres questions? Vous êtes dans le chat, est-ce qu'il y a des questions? Ok, alors j'ai le micro, je vais commencer par la mienne. Je te la donne. Alors déjà, moi je trouve vraiment impressionnant que toute la plateforme marche sur fonctionnel et avec Spark, et tu as en plus fait des projets de chercheurs dessus. Tu parlais de la nouvelle version de Spark, est-ce que tu arrives à suivre le rythme des nouvelles versions parce que ça, on est encore un niveau au-dessus d'engineering, Ouais. un truc de boîte, on doit faire du rétro-engineering, assurer que l'ancienne version ça marche, prendre les nouvelles, donc est-ce que ça, tu arrives à le faire, tu as des architectes? Ouais. Donc, non, c'est une vraie problématique. Alors, nous, on a de la chance. Donc, on a une équipe d'ingénieurs assez conséquente, hein. Il y a 3-4 personnes avec moi au niveau ingénieur. Et on a une intégration et un déploiement continu de tous nos codes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, on est capable de la tester. Donc, on a un cluster de test ici, la boîte processing. En fait, chaque boîte, d'ailleurs, on a une petite boîte à côté de test. Tout ça, c'est testé. Chaque fois qu'il y a des changements, que ce soit changement de version ou changement dans le code, c'est testé à moyenne échelle, on va dire directement. Et ensuite, il y a un déploiement continu. C'est-à-dire que si les choses passent, en fait, naturellement, ces boîtes-là vont se mettre à jour, etc. Et ça, en fait, c'était la garantie pour nous de pouvoir suivre le rythme justement de développement. Parce que le big data, comme tu dis, les mecs, tous les 3 mois, ils sortent une version. Tu te dis, putain. De Spark 2 à 3, c'était le jour et la nuit. Donc... Ouais, clairement. Mais l'automatisation, c'est la clé. Si tu automatises, c'est beaucoup plus simple. Alors souvent, les choses cassent, effectivement, il faut aller voir pourquoi et comprendre. Mais comme c'est fait de manière automatique, finalement, c'est très incrémental. Il y a rarement 6 semaines de boulot à faire quand on passe d'une version à l'autre. Ok, merci beaucoup. Mathieu? Du coup, entre-temps, il y a eu une question dans le chat. Du coup, je lis le message. Donc, merci pour la présentation. Est-ce que tu peux revenir sur les besoins en data list 3D pour l'analyse en astronomie? Quel type de visu pourrait débloquer des problèmes? Et est-ce qu'on pourrait produire des données supplémentaires avec Spark pour enrichir cette analyse? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, du coup, comme j'avais montré, moi, en tout cas, dans ma communauté directe, on avait très peu d'outils de visualisation 3D. Tout à l'heure, j'ai peut-être fait un raccourci en disant qu'on ne fait vraiment rien en 3D. Non, il existe des équipes qui font du 3D, et notamment, d'ailleurs, j'avais un dernier slide, et je pense que voilà, ce genre de visu-là, par exemple, donc ça a été spécialement développé par une équipe d'ingénieurs et d'astronomes. Donc là, alors il y a des bandes noires en fait parce qu'il y a 9 écrans qui sont mis côte à côte. Donc on a pris 9 écrans, on les a reliés et dessus on a projeté des milliards de galaxies. Donc chaque point c'est une galaxie. Donc il existe des outils, mais j'ai envie de dire ces outils-là, ils sont souvent très locaux. C'est-à-dire qu'ils vont être développés par une équipe pour les besoins de l'équipe. Il y a peu de logiciels généralistes, on va dire, qui vont pouvoir être utilisés par plusieurs communautés au sein de l'astronomie et de la cosmologie, bien sûr, mais par plusieurs communautés, avec une roadmap solide et une vision à long terme. Généralement, c'est des petits outils déployés on the spot, genre, ah tiens, j'ai besoin de faire une visu, il existe des frameworks intéressants, mais ça reste du bricolage. Et c'est là où je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de communautés qui travaillent avec ces outils-là depuis longtemps, qui ont structuré des outils. Et
quand j'utilisais Cloud Compare, par exemple, j'étais agréablement surpris de voir que non seulement ça fait de la visu, mais on avait aussi des outils d'analyse à l'intérieur. Je pouvais faire du meshing, je pouvais faire tourner même des algos. Alors, j'ai essayé de faire tourner des petits trucs de machine learning, mais j'ai pas compris, donc j'aurais des questions à poser. Mais c'est ça qu'on a envie d'avoir, en fait, finalement. C'est un outil clé en main avec la visu et l'analyse qui va avec. Je sais pas si ça répond suffisamment à la question. Je sais pas, j'ai pas de retour. J'espère. Et moi, j'aurais une autre question, c'est pour l'indexation des données spatiales. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues dans Spark 3D? Enfin, par exemple, quand tu travailles sur Spark 3D, est-ce que tu as travaillé sur cet aspect-là? Ouais. Et comment, si c'est le cas? Ouais, c'est un cauchemar, hein. On va pas se mentir, l'indexation. Alors, ce qu'on avait fait, je sais pas si j'ai des exemples ici, non. En fait, on s'est rendu compte que l'indexation, elle est extrêmement liée forcément aux problèmes physiques qu'on essaye de résoudre. Un des problèmes, nous, qu'on avait à l'époque, c'était d'essayer d'explorer la galaxie. Donc la galaxie, elle a une symétrie sphérique, grosso modo. Donc l'indexation, par exemple, c'était en couche. C'était assez limité. On a envie d'avoir une indexation en octrie, par exemple en arbre ou des choses comme ça. Donc on a aussi essayé de faire ce travail-là. Mais le problème, c'est que chaque type d'indexation demandait un travail de recherche en soi, des mois de développement, etc. Et c'était là où on était limité, mon équipe était limitée. On aurait envie de dire, en fait, finalement, il faudrait donner des mécanismes simples pour pouvoir implémenter ça dans Spark, mais que finalement l'implémentation se fasse par les équipes qui en ont besoin et pas juste par l'équipe développeur qui fait le truc, parce que j'étais assez limité dans le genre d'indexation qu'on aurait envie de faire. Mais en fait, on a pu identifier des mécanismes au niveau de Spark assez génériques, ensuite qui permettent d'être exposés au public et de dire si vous avez besoin d'indexer de cette manière-là, voilà les classes à étendre, voilà les choses à faire. Alors, ça reste en Scala, c'était aussi un frein. Ça, c'est inévitable, mais c'est cool Scala, il faut essayer. C'est cool comme langage. Merci pour la presse, c'était trop bien. Merci. Du coup, je n'avais pas bien compris ce slide-là qu'on voit là maintenant. Du coup, la répartition par colonne, est-ce que c'est aussi un genre d'indexation? Ouais, complètement. Alors ça, c'est effectivement, c'est une autre manière d'indexer, c'est-à-dire que vous pouvez dire, maintenant, je vais faire une user-defined function dans Spark qui va me créer une nouvelle colonne et qui va mettre des index pour chacun des objets. Ces index-là vont être un numéro de colonne ou un label de colonne, et après faire une répartition directement. Ça marche, dans le sens où comme ça vous permet de faire n'importe quelle répartition, n'importe quelle indexation. Le problème, c'est que ce n'est pas optimisé du tout. Là, en fait, vous allez être dans le cas, ça sera flexible, mais ça ne sera pas performant parce que vous serez dans le cas brute force du n carré. Et donc, ma question, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est de dire si vous voulez une répartition efficace, il va falloir étendre des classes, et ça ne sera pas suffisant. Pour qu'à l'intérieur. Dans ce modèle-là, il faut choisir certaines classes. Et choisir, oui. Certaines colonnes. Oui. Et j'avais une autre question pendant que j'ai le micro. Tu as parlé des téléchargements avec reprise sur. Ouais. Et ça, tout était fait dans Apache Kafka, tu n'as rien eu à coder toi-même. Ouais, ça c'est pratique. Hein. Okay. C'est super bien Kafka, donc ça a été développé par LinkedIn. C'est là on s'est rencontré avec Laurent d'ailleurs. C'est plutôt une bonne chose. Donc c'est un logiciel de messagerie. Et effectivement, qui permet directement nativement de. En fait, ce qu'il va faire Kafka, donc vous avez un cluster de machines, vous allez produire des données à l'intérieur. Ces données, vous pouvez les voir sous forme d'une queue, un serpentin en fait, donc elles vont être ordonnées. Donc vous avez premier élément, deuxième élément, troisième élément. Et vous allez agir en tant que consommateur de cette queue-là. Et donc vous allez dire maintenant, je voudrais commencer au premier offset, qu'on va appeler les offsets, et puis donne-moi le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez dire aussi, quand je suis au cinquième, je voudrais revenir au premier, par exemple. Et donc c'est ça qui va permettre de faire ces arrêts, stop, continue, revenir. Et ça, c'est natif. Directement dans Kafka, on n'a quasiment rien à faire. La seule chose qu'on a fait, nous, c'est de développer une surcouche, une interface pour les utilisateurs. Parce que Kafka, son utilisation, elle est un peu brute de fonderie. C'est normal, hein, c'est fait pour de l'ingénierie. Et donc, pour l'efficient, on a juste fait une surcouche plus simple avec une API haut niveau qui leur permet de lancer des commandes simplement. En théorie, c'est la pause, mais on aura encore le temps de peut-être une ou deux questions. Personne dans le chat? Ouais, juste. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais lorsqu'on écrit des UDF, donc des fonctions utilisateurs en Spark, on est obligé de suivre un peu un paradigme fonctionnel.
dans l'écriture. Et c'est pas un peu difficile à prendre en main pour les utilisateurs externes qui n'ont pas forcément de formation informatique théorique et qui ne sont pas forcément habitués au paradigme fonctionnel. Alors, c'est une bonne remarque, effectivement. Je pense que si tu pars de Spark et que tu dis quel genre d'UDF je veux écrire, là, effectivement, il y a un petit peu côté fonctionnel. Par contre, si tu pars de ce cas-là où tu dis c'est un espèce de texte à trous, finalement, ce que l'utilisateur a à remplir, il n'y a rien de fonctionnel là-dedans. Là, c'est du pur impératif. Modèle égale load, output égale modèle.predict, c'est l'impératif. Ça, il n'y a aucune notion de fonctionnel à avoir dedans. Donc non, finalement, c'est caché à utilisateur si tu pars de ce principe-là. Avec le risque, bien sûr, de la non-optimisation, parce qu'en fait, il faut voir que l'UDF, d'un point de vue Spark, il a la manière dont on va faire, c'est il va fabriquer un graphe de dépendance. Donc il va dire, c'est du fonctionnel, hein, donc derrière c'est du Scala, donc il va dire, bah voilà, l'utilisateur, il part des données, il va faire une transformation, une deuxième transformation, une troisième transformation, et puis à la fin, une action. Le fait d'écrire ça, Spark va être capable de lire le graphe de dépendance, de dire, bah voilà, d'abord je commence par changer les données, puis je commence à filtrer, etc. Le fait d'avoir ce graphe-là va lui permettre d'optimiser l'ordre des opérations. Et cette optimisation, elle est importante parce que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas très bon à visualiser les choses dans un environnement distribué. Mais Spark est très très bon. Le problème d'une UDF, c'est que c'est une boîte noire pour Spark. Il va être incapable d'optimiser le graphe de dépendance, un graphe de dépendance qui contient une UDF. Il va dire, ah, UDF, je ne sais pas. Moi, modèle load et predict, ça, c'est pas des trucs qui viennent directement de son cœur à lui. Et donc ça, c'est le risque. L'utilisateur, effectivement, il a plus ce côté fonctionnel, donc c'est plus facile d'écrire, mais c'est plus facile de faire des bêtises aussi et de ralentir tout le processing derrière. C'est pour ça que je disais que la difficulté, le profilage est vraiment important dès le moment où on commence à rentrer de la logique utilisateur dedans, parce que Spark ne fournit pas les outils pour pouvoir le faire. Ouais, je confirme justement, nous, en tant que chercheurs, on s'était heurté à cet aspect-là. Hein. Et on avait nos algorithmes qui étaient super bien en vocal et on a dû faire des bindings en C++ sur Spark. Et Spark, du coup, c'est pas C++, il n'y a pas accès à la mémoire et ça faisait n'importe quoi. Donc voilà, cette remarque, cette réponse est validée en pratique. Non, mais nous aussi, on en souffre on en souffre. Donc c'est un point vraiment où on est attentif tous les jours à essayer de benchmarker, profiler, comprendre pourquoi. Ouais, dernière question. Juste une question, c'est justement comment est-ce que vous êtes capable de garantir la reproductibilité des résultats de recherche qui s'appuient sur les données? Parce que, est-ce que vous affectez un DOI, mais auquel cas vous avez un DOI tous les jours? Je ne fais pas ça. Du coup, si on a un historique, est-ce que vous essayez d'encourager les utilisateurs, par exemple, à publier aussi la requête qui permet d'extraire les mêmes données que... Enfin, comment vous faites ça? C'est un très bon point. Effectivement, c'était un des requirements qu'on avait dès le départ, c'était comment garantir cette reproductibilité. Et il y a plusieurs choses. La première chose, déjà, c'est qu'on versionne le code, mais on versionne les données aussi. Chaque donnée est versionnée. Donc, chaque paquet d'alertes, c'est des alertes qu'on manipule, contient un numéro de version. Et donc, l'utilisateur, comme ça, peut revenir au niveau de version, à la version utilisée, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que pour chaque publication, on demande à ce que les gens relient la publication à comment dire, un ensemble de codes qui permettent d'écrire les requêtes, et si possible, un sous-ensemble de données qui permet de reproduire ça. Alors, on est conscient qu'on ne peut pas forcément faire toutes les données parce que ça peut engager beaucoup de données, mais au moins un sous-ensemble qui permette de se donner une idée derrière. Mais sinon, c'est vraiment le cœur, c'est le versionnement des données elles-mêmes. Et après, les DOI via Zenodo et compagnie, quand on peut faire ça. Ouais. Juste pour préciser, les DOI, je crois que c'est pas forcément familier. Ça, c'est un identifiant numérique pérenne qui permet de retrouver des ressources, notamment, principalement des publications scientifiques, mais aussi des jeux de données. Et en fait, ça permet de leur donner un identifiant unique et de les retrouver sur le web. Et on s'en sert beaucoup en recherche pour identifier des papiers ou des jeux de données. Et la question de Julien, c'était est-ce qu'on peut donner, enfin, comment on fait techniquement pour identifier les recherches, enfin, les anciennes données là-dessus? C'est pas forcément très clair. On a un truc que je peux montrer, par exemple. C'est pas ma faute, c'est Internet ici. Je crois qu'il n'y a plus Internet sur l'ordi.
Bref, enfin, en tout cas, voilà, on a une page où on liste les publications et les liens vers les jeux de données utilisés dans ces publications et les codes pour reproduire l'analyse. C'est ça que je voulais montrer, mais merci. Merci, Julien. Quand même encore l'applaudir une nouvelle fois, car vraiment, c'est une présentation. Très ravi que tu aies pu faire cette présentation. Et puis, on va enchaîner. On a une petite pause en théorie jusqu'à 15, mais on va prendre le temps nécessaire pour que lorsqu'on ouvre une présentation, on n'ait pas navigateur Windows. Donc, désolé pour ce petit souci. Et voilà, donc, petite pause de 10 minutes et on enchaîne avec la présentation suivante. Merci.